Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Quelques heures après le semi-marathon de Lisbonne que Valentin Gondouin a couru avec 36 secondes de trop, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer un podcast avec lui dans l'hôtel des élites. Pendant que Jacob Kiplimo, le tout frais recordman du monde de la distance, chahutait avec ses compatriotes dans l'immense hall d'entrée du VIP Grand Lisboa Hotel, nous nous sommes mis en retrait pour parler de semi, d'entraînement, de nutrition et de ce que Valentin compte mettre en place pour devenir un vrai marathonien, avec les Jeux 2028 en ligne de mire. J'ai découvert une personne très sympa et contrairement à ce que sa discrétion pourrait laisser croire, quelqu'un d'expressif et de loquace. L'efficacité silencieuse de Valentin Gondouin, bonne écoute. Bon, salut Valentin. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est juste après le Semi de Lisbonne. Je ne sais pas si tu réalises, il y a plein de gens qui aimeraient t'entendre, qui m'ont dit, tu es hyper discret, qui m'ont dit j'adorerais que tu fasses Valentin, on l'entend jamais. Est-ce que tu as conscience de ça, d'être un peu comme ces rockstars qu'on n'entend jamais, comme Mylène Farmer qui font pas d'interview, qui intriguent les gens finalement? Bah, honnêtement, pas forcément. Je m'en rends pas compte. C'est vrai qu'on m'a déjà dit, surtout quand on a fait des stages avec Étienne où il filme beaucoup son quotidien. Des fois, les gens, entre guillemets, me découvrent un peu sous une autre facette. Non, j'avoue qu'on me le dit pas souvent, mais bon. Est-ce que tu fais partie des meilleurs Français d'un des sports les plus populaires? Et comment tu te situes, comment tu te vois par rapport aux gens? Je me rends pas compte. J'ai toujours, quand j'interviewe des gars comme toi, vous avez une hauteur, je trouve, par rapport à la notoriété, une distance par rapport à la notoriété qui m'intrigue. Bah après, il y a des fois qu'il y a des personnes qui viennent me voir en me disant ah, je pensais pas que t'étais comme ça ou que t'étais accessible, mais en soi on fait que de la course à pied, on n'a rien inventé. Enfin, on est comme tout le monde. Donc je me prends pas la tête. Franchement, je me prends pas pour une star. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Et j'ai pas envie d'être vu comme ça. C'est pas mon but premier. Moi, j'ai juste envie d'être un mec cool qui fait de l'athlé et qui kiffe ce qu'il fait. Donc. Mais tu réalises qu'il y a des gens qui te prennent en exemple et tout, que quand même l'athlé c'est un sport qui explose. Tu réalises ça? Je pense pas à pleine conscience, pas forcément. Il y a des choses que je vois qui me font penser à ça, mais c'est vrai que c'est dur de se mettre de ce côté-là de la barrière. Ouais, j'ai l'impression ça dans l'athlé que les gens, que les athlètes comme toi, français de demi-fond, en tout cas, évoluent pas comme le sport évolue. Enfin, vous évoluez au niveau des perfs, mais je veux dire, l'état d'esprit, je sais pas comment dire, il a un temps de retard, je trouve, sur le. C'est sûr que c'est différent que les footballeurs, quoi. Ouais. Après, c'est aussi moins médiatique que tous ces sports-là. Enfin, on peut marcher tranquillement dans la rue, y a pas de souci. La vie, elle est complètement normale. Et dans un sens, c'est aussi. Moi, je préfère. Qui est pas parce que le foot, franchement, des fois quand tu dois réfléchir si tu peux aller au resto et tout ça, ça peut être compliqué à vivre. Là, c'est vraiment chill mais c'est vrai que bon, à niveau équivalent, on peut faire beaucoup plus de choses et on peut que d'autres sports, donc c'est vrai qu'il y a un petit temps de retard peut-être. Et toi, est-ce que tu aimerais être plus médiatisé ou ça te va très bien de travailler dans l'ombre comme ça? J'avoue que j'y ai jamais réfléchi. T'es sollicité par les radios, des médias, beaucoup? Oui, mais en vrai, ça va, c'est gérable. Ça reste que des articles de journaux, des podcasts comme aujourd'hui. Ça c'est pas à temps plein, quoi. Moi, ce que je mets d'abord en prioritaire, ça va être vraiment l'athlé, la perf. Et après, ça vient dans un second temps. Donc, mais surtout,
C'est vrai que je suis surtout focalisé là-dessus, mais je pense que ça va prendre un autre tournant, tout ça. Il y a forcément avec le boom qu'il y a depuis le Covid, les marques qui s'intéressent un petit peu plus. Et puis c'est aussi à nous de jouer le jeu pour rendre la chose attractive et que ça se développe. Est-ce que tu penses peut-être que justement d'être plus présent sur les réseaux, enfin d'en faire plus, peut-être que ça nuirait à la perf et qui du coup il vaut mieux être focalisé sur la perf et moins se disperser Ça, je pense que ça dépend des personnes, des personnalités. Il y en a qui arrivent à faire la part des choses, à gérer plusieurs choses, ça les dérange pas. Moi, j'avoue que quand la perf, en tout cas mon objectif prioritaire, il arrive, j'ai besoin de me concentrer, de me mettre dans ma bulle et pas d'avoir des sollicitations, de devoir faire ci, ça une semaine avant la course. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Par exemple, pour prendre un exemple pour le podcast, j'avais pas forcément envie de le faire avant la course pour rester bien focus. Ouais, je comprends. Par contre, ça. après la course, avec un grand plaisir, l'objectif est passé et là on peut faire ce genre de Mais ça, choses. je comprends. Moi, j'aime pas bien demander aux athlètes avant, tu vois, parce que pas leur mettre la pression, je trouve ça. Ouais, je peux comprendre ça qu'on n'aime pas avant, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Mais après, chaque personne est différente, encore une fois. Mais je pense que la plupart des athlètes, quand même, aiment rester focus la veille ou l'avant-veille. Ouais. On a plein de trucs à dire, donc on va parler de ce semi, un peu de marathon, j'aime bien, et de toi un peu, on te connaît pas trop, donc on va en parler en off. T'es kiné de formation, je Yes. crois que t'es normand. Je sais même pas où tu t'entraînes, je sais, tu vois, même moi, je sais pas grand chose sur toi. Mystère. Ouais. Je peux me présenter. T'as quel âge aujourd'hui déjà? Je viens d'avoir 27 ans le 4 mars, donc Ok. il y a pas longtemps. Du coup, je suis né en Normandie, dans l'Orne, un petit département. Et en ce moment, je m'entraîne à Granville, donc c'est dans la Manche, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Il y a 2 ans, je m'entraînais à l'INSEP avec le groupe de Jimmy Gressier, avec Adrien Taouji. Ouais. Et c'est plus Adrien ton coach? C'est toujours Adrien mon coach. J'ai toujours gardé le même coach quasiment depuis le début que j'ai commencé l'athlé. Et là, ça fait 2 ans justement que je m'entraîne en Normandie. J'ai retrouvé mes racines et je m'y plais bien, quoi. T'es athlète pro? Athlète pro, ouais, depuis 2023. Ok. En gros, j'avais à cœur du coup, tu l'as dit, je suis kiné. J'avais à cœur d'avoir quelque chose, d'avoir un diplôme. Donc j'ai vraiment mis beaucoup pour l'avoir et entre guillemets être tranquille. Mais au moment où je l'ai eu, en fait, j'avais pas encore de contrat, donc c'était un peu un entre-deux. Et je voulais vraiment m'assurer quelque chose derrière parce que c'est vrai que c'est pas évident, sinon ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc j'ai assuré ces arrières-là. Je sais que si demain ça s'arrête, j'ai quelque chose et moi j'ai besoin d'être assuré et d'avoir, que je contrôle les choses. Et là, de ce fait-là, c'est quelque chose qui est bon pour moi. Et je sais que pour l'école de kiné, il existe un cursus qui est facilité pour les athlètes pro, enfin ou athlètes de haut niveau. Toi, ça a été le cas ou pas du tout? T'es passé par le cursus normal? Je suis passé par le cursus normal parce qu'en fait, j'ai commencé l'athlé dans ma première année d'université. Donc Ok. Ah oui, t'as attaqué tard alors. J'ai attaqué tard, à 19 ans. Ouais. Donc c'était l'année où c'était l'année de sélection pour l'école de kiné. Et après j'ai enchaîné et je suis devenu pro finalement en dernière année de kiné. Ouais. Où je suis parti à l'INSEP et j'ai fait le cursus normal. J'avoue que ça n'a pas été évident de gérer les deux. Et tu faisais quoi avant comme sport? Je faisais du foot. Ouais. Depuis 6 ans, je faisais du foot jusqu'à 19 ans. À bon niveau? À bon niveau, ça va, à niveau régional. J'ai réussi à jouer aussi en U17 nationaux une année. Ouais. Mais ouais, ça restait un niveau régional. Ok. Et après, qu'est-ce qui a fait basculer en niveau pro? C'est quoi? C'est la signature chez On? T'as eu un truc? Ouais, c'est vraiment la signature chez On qui m'a permis de me mettre à 100% et d'être un peu plus serein par rapport à ça. C'est quasiment la seule façon de toute façon de pouvoir vivre que de ça maintenant en athlé, c'est d'avoir un équipementier. Donc au début, je travaillais un petit peu. Juste après mon diplôme, j'ai fait 6 mois parce que c'était un peu l'année de transition entre devenir pro et mon diplôme. Donc, mais d'un autre côté, ça me convenait parce que ça m'a permis de prendre de l'expérience aussi dans le métier et direct d'arriver dans le terrain. Et maintenant, quand je fais quelques remplats, donc je travaille pas beaucoup maintenant, je fais, allez, ça va faire sourire, mais 2-3 semaines à l'année. Ah mais tu travailles encore? Ok. Des fois, quand je suis en coupure, je retourne remplacer un copain, je fais une Ok. semaine,
ça me fait voir autre chose, ça me refait. Je retrouve le monde du travail, enfin, je vois des collègues, c'est complètement différent en fait de la vie que j'ai de tous les jours. Et c'est vrai que en fait ça me fait plaisir de retrouver cette vie-là. Bon, ça reste très très peu sur une année, mais j'en ai besoin aussi. Parce que tu peux expliquer, sans parler de chiffres, de contrats et tout, mais On, ils te garantissent quoi? Tu as, je sais pas, 4 ans de contrat, tu as un peu de visibilité sur ton avenir. Ça marche comment pour un athlète comme toi? Bah, comme tu dis, on signe. En gros, il y a une partie souvent qui est fixe et une partie avec. Ça dépend des marques, mais des bonus à la performance. Et tu signes sur une durée de temps. Et puis, bah, à la fin de la durée de ton contrat, et bah, soit tu peux être renouvelé, ou alors bah, t'es pas conservé, ou alors tu peux être approché par une autre marque. Et c'est là que ça arrive des moments un petit peu plus de stress où l'incertitude revient. Et c'est sur des années olympiques souvent? Non, ça dépend, plus trop forcément. De base, c'est quand même la majorité sont basées sur des années olympiques, mais on peut voir de tout. Ouais, ok. Donc là, on est juste après le semi-Lisbonne. Tu finis au final premier français. Je crois que tu as fait 12e. 11e. 11e. Je viens de voir une vidéo de toi à l'arrivée où t'es dégoûté, t'es énervé. Là, on parlait en off. Tu m'as dit que t'étais énervé, que t'étais allé faire 8 bornes pour te défouler et tout. Ouais. Tu voulais faire moins d'une heure. Tu fais 1h35, je crois. Ouais, c'est ça, 1h0035. Et ces 35 secondes, elles t'énervent, quoi. Bah, carrément, parce que je pense vraiment les avoir, le sub 1 heure. Sauf que, bah, ça, je le contrôle, mais je contrôle pas l'effet extérieur. Mine de rien, il y avait du vent. J'aime pas me trouver des excuses parce que c'est pas moi, je préfère réagir sur le terrain. J'ai déjà prévu la suite pour pouvoir réagir, mais effectivement, il y avait du vent. Le pacer, il nous fait passer 17 secondes trop lent aux 10 km. Et au final, la veille, on s'était dit avec les gars, on se relaie, tout ça, on essayait de courir vite. Et en fait, tu te retrouves le jour de course, et bah, y a personne qui court, qui prend de relais. Et c'est vrai que c'est énervant. Donc moi, au 14e, je me suis dit, bah ok, bon, bah, si personne ne veut courir, j'arrête de courir. Et puis au final, une fois qu'on a repris le vent de dos, au 17e, et bah, tout le monde a commencé à bombarder et à finir plus fort. Donc ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est dans la frustration souvent que j'ai fait mes meilleures perfs par la suite. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que souvent on entend les gars qui gueulent sur les pacers et tout. Ça, moi qui suis pas à ton niveau, j'ai du mal à le comprendre. Quand tu vois que tu as un peu de retard sur le 10, t'as personne dans le groupe qui tire un peu le pacer. Toujours étonnant ça. Bah, moi aussi ça m'étonne et ça. Parce que ça fait m'énerve. presque 2 secondes au kill sur 10, c'est énorme à votre niveau. Bah, 17 secondes. Exactement, sachant que là on avait vent de dos. Donc on savait que la suite allait être plus dure. Donc fallait pas prendre du retard à ce moment-là. Donc c'est vrai que je comprends pas, il y en a qui veulent vraiment s'économiser. Je sais pas si on a les mêmes objectifs. Moi, mon objectif c'était vraiment la performance. Après, je sais pas si les gars avaient d'autres enjeux ou pas. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Et puis moi j'ai déjà fait le travail pour d'autres sur certaines courses. C'est marrant une fois, 2 fois, mais des fois tu as aussi envie de profiter, bah, au moins de relayer quoi. Si c'est même une petite aide de 500 mètres, c'est déjà ça. Et puis on était 20 dans le groupe, c'est surtout ça. Ouais. Si on est 20, on peut forcément prendre un relais chacun. Mais bon, ça se passe pas comme ça. C'est vrai que je t'ai croisé une fois, et les 2 fois même d'ailleurs, c'est vrai que tu étais à l'avant du pack. Ouais. Je t'ai croisé, je t'ai vu. Ouais, bah c'est pas mon genre de rester trop planqué. En tout cas, quand je peux, j'y vais. Donc là, je pouvais, mais bon, les copains m'ont pas aidé. Ouais. Et là, vous êtes briefé au départ, vous avez un pacer sur... c'est la course qui met tout ça à disposition. Là. Yes, c'est ça. Bah, en fait, la veille, on a une réunion technique où ils nous présentent les pacers, les temps de passage. On sait à peu près qui va venir dans quel groupe. Et puis bah, après, forcément, on échange un peu. Donc, bah, c'est pas trop ce qui avait été dit. Donc, c'est sûr que c'est frustrant parce que nous, on vient chercher... ça se joue à des détails et on vient chercher un groupe, un pacer, de la densité. Et quand on se retrouve en pleine course et on voit que mentalement on peut pas être libéré et juste courir, relâcher. Et là, quand on voit le chrono et qu'on pense que ça le fait pas, que c'est pas dans les bons temps, bah c'est frustrant. Et ces 35 ou 36 secondes, elles changent quoi dans ta vie à part ton ego, ton amour-propre qui fait que tu fais pas moins d'1 heure? Est-ce que par exemple, tu as une prime à moins d'1 heure ou je sais pas, ou
ou encore une perf? Ça change quelque chose dans ta vie finalement, ces 36 secondes? Bah, je peux avoir effectivement des bonus. Après, c'est pas pour ça. Moi, c'est vraiment la barrière des 1 heure, elle est quand même mythique. Ouais. J'ai envie, en fait, vu que je sais que je l'ai dans les jambes, j'ai envie de la valider. C'est une sorte de récompense pour moi. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. C'est pour battre des records et je sais que je l'ai dans les jambes. Donc c'est vraiment, ce serait une satisfaction personnelle avant tout de pouvoir le concrétiser. Ça fait quel pace au final? Moins d'1 heure, c'est 2,50 en gros. Et au 10, ça fait passer en combien? 28-20. 28, 20. Enfin, c'est 28-26. Donc c'est 2,50 quelque chose. Et Ouais. 59-45, c'est 2,50-0. Et vous êtes passé en 28, 40 quoi. Non, on est passé en 28-27. Mais en fait, le pace était prévu en 28-10. Parce qu'on partait sur 59-20 ou 30. Ah d'accord. Ah ouais, ok. Ouais. Et j'ai regardé ton Strava juste avant. T'as pas fait un peu des laps manuels? Si, J'ai vu que des fois c'est tous les 2, après tous les 1. T'as pas fait? Ouais, sur le semi, j'aime bien quand les kilomètres ils sont affichés bipés, enfin faire des laps à chaque kilomètre. Ça permet aussi d'être précis sur les laps que tu peux avoir parce que c'est vrai qu'au GPS souvent c'est un peu décalé et au final c'est pas vraiment réel. Et l'autre point que j'aime bien personnellement, c'est que ça me fait passer le temps en fait. Ouais. C'est qu'en Ouais. fait j'ai un objectif à chaque kilomètre, j'ai quelque chose à voir et je sais que c'est précis donc j'aime bien. Parce que là, tu me disais en off, tu disais que pour toi c'était un des pires parcours. Alors qu'il y a très peu de dénivelé, c'est vraiment un billard. Alors Mais c'est vrai que c'est monotone, c'est un Ouais. aller-retour. C'est Je vais terrible. niveler quand même ce que je vais dire parce que le parcours c'est un des plus plats que j'ai vu. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un des plus monotones. Donc on fait 9 km dans un sens, 8 dans l'autre et 4 dans l'autre. Et c'est vrai qu'on est vraiment. Il n'y a pas d'immeuble qui nous protège. On est vraiment sur une grande voie. Il y avait du soleil aujourd'hui, donc on n'avait pas d'ombre. T'en as souffert de la chaleur? Moins qu'au marathon de Valence en décembre. Ça a été, mais c'est pas forcément l'idéal pour un nordiste comme moi. J'avoue Ouais. que moi, s'il fait 8 degrés, je suis content, quoi. Après, il faut préciser qu'il y a le record du monde qui a été battu. Ouais. Effectivement, mais j'en parlais avec Étienne tout à l'heure parce qu'on a longuement échangé aussi. Moi, je pense qu'en fait, il y a le record du monde, mais c'est parce qu'il est capable de faire beaucoup mieux, comme il a fait en fait à Barcelone, où il doit faire 1 minute de moins. Bon, il a été enlevé parce que la voiture a été trop proche, mais je pense que c'était pas loin d'être son niveau réel finalement de faire cette perf-là. Et là, il fait quasiment 1 minute, je sais plus, c'est 1 minute ou 50 secondes de plus. Ouais. Mais je pense qu'il est capable de courir ces allures-là. Ouais. En tout cas, ouais, faut quand même préciser que c'est vraiment, moi j'ai été étonné que c'est un parcours plat. En fait, tu sens vraiment aucune relance. C'est un billard quoi. Bah, Je sais pas c'est comment ça. dire. D'un côté, c'est un billard, mais il n'y a rien qui te stimule pour relancer, quoi. Si tu t'endors et c'est pas Ouais. évident. Et vous, dans ton cas, quand tu vois que tu as un peu de retard, ça me fait toujours halluciner. Il n'y a pas un mec qui va courir plus vite. Tu choisis de rester dans le pack, tu n'essaies pas de t'échapper. C'est pas possible ça en pratique. Bah, si c'est possible, mais là, le problème, si on s'échappait, on était, vu qu'on avait le vent de face sur les 8, enfin après le 9e jusqu'au 17e, si tu t'échappais, je pense que tu signais ton arrêt de mort tout seul. Je pense qu'il n'y avait rien à y gagner. L'idée, c'était vraiment de se relayer. Moi, je pense tout simplement qu'il n'y avait pas assez de mecs, entre guillemets, forts pour pouvoir courir plus vite dans ces conditions-là et de se relayer. En fait, c'est juste que c'est devenu, entre guillemets, un peu tactique et que on a couru qu'après le 17e, quoi. Et à la fin, impossible de relancer là, ces 4 derniers, c'était dur. Bah, si, on a relancé, T'as pu relancer, ouais. parce qu'on finit pas mal. Les 3 derniers kilomètres, on doit finir à 2,45 de moyenne. Ouais. Donc, si, ça a relancé très très fort. J'ai regardé un petit peu, je pense que sur les 9 premiers, je devais être à 2,51 à peu près de moyenne. Après, on est passé sur du 2,55 Ouais, t'as eu un beau creux là. Ouais. pendant très longtemps, en fait, quasiment tout le temps quand il y avait le vent de face. Et après, on est repassé à 2,48 vers 2,45 sur les derniers kilomètres. Donc, ça a réaccéléré quand on a repris, entre guillemets, le vent de dos. Et quand est-ce que tu l'as vu à ta montre que ça allait pas le faire, Modulaire? J'avoue que le moins d'1 heure, j'y ai cru longtemps. Et au 15e, je me suis dit, j'ai vu le temps de passage, j'ai dit là, ça va être dur. Et au 16e, on fait 3,02, je crois. Et là, 3,02, je dis, on a repris 12 secondes dans la vue. Je dis là, ça va être chaud.
Et tu arrives quand même à insister, enfin tu Bah, t'accroches au groupe là à ce moment-là. Bah, en fait, après, j'ai un peu switché. Je me suis dit, bah, ok, tu vas pas faire le chrono que tu veux, mais ok, bah, tu switches en mode championnat. L'idée, c'est de faire la meilleure place. Tu sais que ça va finir vite parce que il y a des mecs qui ont rien fait dans le groupe. Donc, tu switches en mode championnat et tu prends de l'expérience et tu essayes de gérer ton effort pour bien finir, quoi. Et puis, dans tous les cas, c'est pas ma mentalité d'abandonner. Donc, je me suis dit, non, je vais au bout. Et tu finis 11e, t'es primé là si c'est pas indiscret? Tu gagnes de l'argent? J'avoue que j'en ai aucune idée. Ah ouais, t'as pas regardé les J'ai grilles? pas regardé. 11e, ça me paraît un peu loin. Kiplimo, tu sais combien il gagne là? Aucune idée. Ah ouais? Non, je sais pas. Ok. Peut-être après qu'il a une prime d'apparition de base pour qu'il vienne à la course, mais en prime de résultat après la course, j'ai aucune idée. Ah ouais, tu le sais pas ça? Non. D'accord. Ça dépend. Ça dépend des organisations. Soit tu peux avoir les deux, hein, mais tu peux avoir une prime d'engagement pour venir, entre guillemets, avec l'image, et après une prime de résultat. Donc des fois, s'il y a des grosses primes d'image, il n'y a pas forcément de prime de résultat parce que le budget a déjà été un peu utilisé pour faire venir des athlètes. Là, on est dans un hôtel magnifique là où il y a tous les athlètes élites. Tu peux expliquer un week-end comme ça? Tu arrives quand? Tout est préparé par l'organisation. Tu peux expliquer comment ça se passe? Ouais, bah c'est assez agréable, hein. Là, moi, je suis arrivé donc le vendredi, 2 jours avant la compète. Et déjà, c'est l'organisation qui te contacte? C'est ton manager qui contacte l'organisation? Non, Ça c'est mon agent. C'est Ouais. mon agent qui gère ça, qui gère. Moi, je prends mon vol et puis après, il transmet les informations à l'organisation. Et enfin, on sait déjà combien de nuits on a le droit. Ouais. Parce que des fois, ça dépend aussi. Par rapport à ton niveau, tu as le droit à plus ou moins de nuits, plus ou moins d'avantages ou des Une choses. chambre double, une simple, machin et tout? Ouais, Ça marche voilà, comme ça? ça peut marcher comme ça. Donc, c'est notre agent qui nous transmet ces informations-là. Et puis après, bah, on est accueillis ici. Et puis, c'est vrai que c'est un bel accueil parce que on est nourri, logé. Et puis, c'est des beaux hôtels et on est bien. Ouais. Et t'es arrivé quand? On est dimanche, t'es arrivé vendredi? Je suis arrivé vendredi, ouais. Vendredi, ça faisait peur. Nous, on est arrivé, il y avait un vent. On s'est dit, si ça souffle comme ça dimanche, ça va être l'enfer. C'est vrai que c'était encore pire. C'était pire, ouais. C'était une belle bourrasque, hein. Et tu peux expliquer, donc tu sors de l'avion, tu fais un jog, comment ça se passe? Tu fais quoi Là, toi? je suis arrivé vendredi. Souvent, l'avant-veille, je fais un jour de repos Ouais. complet. Parce qu'il y a la journée de voyage qui est fatigante. Donc là, par exemple, j'ai pris mon avion à 16h. Je suis arrivé ici à 17h vu qu'il y a 1 heure de décalage. Après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher à l'aéroport. Et puis, je suis arrivé à l'hôtel. Et puis après, repas, dodo. Et puis après, la veille de la course, justement, on fait une veille de course. Une petite activation. Tu peux expliquer à ton niveau ce que c'est une veille de course? Je suis curieux. Là, on a fait 6 km. 6 km 30 minutes tranquille en footing. Et puis après, j'ai fait un peu d'actif. J'ai fait un 1,30, un 1,15 et après 3 fois 30-30. Ok. Et puis, Ah ouais, donc en 38 minutes, c'est plié quoi. Ouais, tu fais, c'est tu fais petite très veille de light. Ouais. course. Une petite veille de course. Et ça, c'est quoi? C'est toi? C'est ton entraîneur? C'est ton habitude? C'est mon habitude. C'est juste histoire de réveiller le corps après le jour de repos parce que c'est jamais évident d'avoir des bonnes sensations après un jour de repos. Donc ça réveille le corps et puis ça prépare aussi à l'effort. Et tu le fais à quelle heure? Un peu tard, n'importe, t'as pas de règle? Souvent, je le fais toujours quasiment le matin. Ouais, Le à l'heure de matin. course à peu près? Pas tout le temps à l'heure de course parce que quand tu as des courses à 8h, pas forcément, on essaie déjà de bien dormir pour récupérer du voyage. Mais oui, dans la matinée, souvent c'est entre 10h et 11h, allez 11h30. Et l'après-midi, toi, j'imagine que tu vas pas faire du tourisme comme moi. Vous vous emmerdez pas trop la veille et l'après-midi là? Vous faites quoi? Ça dépend des compètes parce que là j'avais la chance par exemple d'être avec Étienne donc ça passe plus vite. On mange, on va faire quand même une petite sieste, on va se reposer et puis après on se retrouve dans le hall de l'hôtel. Ça passe un peu plus vite, on passe 2 heures. Il y avait le match de rugby hier donc ça tombait bien. Et puis à 18h il y a la réunion technique donc finalement ça passe assez vite. Ouais. Étienne, il visait le record d'Europe. T'as eu des nouvelles? Il a abandonné? Ouais, et il a abandonné. C'est pareil, c'est une fois qu'on a tourné, qu'on a pris le vent entre guillemets de face. Il était un peu de côté, mais côté face quand même. Et il a eu un coup de mou. Il n'a pas trop d'explications, mais Ouais. des fois ça passe pas et c'est comme ça malheureusement. Vous vous êtes entraînés, j'ai vu pas mal ensemble ces dernières semaines.
Du coup, il y avait, je sais pas, peut-être 2 secondes au kill de différence sur votre course d'allure visée. Je sais pas, hein, je dis ça de tête. Comment ça se passe? Vous vous entraînez quand même aux mêmes allures? Là, ouais, on s'est entraîné aux mêmes allures. On a tout fait ensemble. C'est vrai que moi, je prenais peut-être un petit peu moins de risques que lui. Parce que moi, j'avais vraiment cette envie de casser la barrière mythique des 1 heure. Ouais. Donc je voulais pas prendre des risques démesurés pour partir trop fort, quitte à exploser. Lui, il a voulu prendre ce risque-là de partir très très fort, quitte à tout perdre. Donc voilà. Mais en vous entraînant ensemble comme ça, vous arrivez à voir que l'un est plus fort que l'autre de 30 secondes ou non, c'est chacun sa stratégie de course, on ne sait pas vraiment? Bah, avec les séances qu'on a fait, on ne peut pas forcément voir. Après, c'est tellement léger. Et puis en vrai, des séances, c'est beaucoup plus facile que des compétitions, c'est complètement différent. Après, on a quand même contrôlé fréquence cardiaque, lactate et tout ça. Donc on était tous les deux dans les bonnes zones quand on faisait nos séances en tout cas. Ouais. Et en lactate, tiens, ça m'intéresse, là, en spé semi, vous visez combien à peu près? En spé semi, ça dépend vraiment de la séance qu'on fait. Sur 2,50 au kill, tu sais en combien t'es? En fait, ça dépend l'intervalle, Ouais. ça dépend la récup, parce qu'on a fait plusieurs séances spé semi. On a fait on a fait 2 fois 20 par exemple. 20 minutes? Ouais, 2 fois 20 minutes, récup 3. L'idée là, c'était d'être entre 2 et 4. Ouais. Et on a fait aussi 3000, 5 fois 2000, 1000. Et là, vu qu'on allait plus vite, on était plutôt en 2,47, 2,48, alors que les 20 minutes c'était en 2,54, 2,55. Et là, par contre, pour le coup, on était plutôt autour de. Entre 3 au début, 3,5 et puis jusqu'à moins de 5. Et vous n'avez pas les mêmes entraîneurs comme ça quand vous vous réunissez pour faire des séances? C'est l'entraîneur de qui choisit la séance? Vous vous arrangez? Ça dépend. Étienne m'avait, là, vu que j'allais chez lui, Étienne m'avait envoyé son plan en amont. Et après, je l'avais envoyé à mon coach. Puis après, on adapte en fonction. On n'a pas fait exactement chaque jour les mêmes choses, mais en tout Ok, cas. ouais, des fois tu faisais ta propre séance. Non, les grosses séances, on faisait tout ensemble. Ouais. Mais par exemple, s'il y avait un jour de muscu, je préférais le faire un jour avant, on décalait, on s'arrangeait, on n'a pas tout fait ensemble, à 80% si, mais il y avait des petites différences à des moments. Et là en spé semi, tu fais beaucoup de pistes? 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Plus l'échéance arrive, plus on a fait des séances pistes pour aller plus vite, affûter. Ouais. Mais avant, tout le bloc d'avant, j'avais pas été sur la piste. Ok. J'ai pas regardé en quoi tu avais couru, tiens, j'ai pas fait gaffe sur le. Tu courais avec les chaussures tissées là en bloc? Là j'ai couru avec les Cloud Boom Strike, Ouais. et avec les lacets. Ok. Ouais. T'aimes moins les autres qui sans lacets justement? Moi, pour mon ressenti là, à l'heure actuelle, c'est j'ai vraiment des bonnes sensations avec celles avec lacets, les strikes. Donc en fait, j'ai fait mes records sur 10 km avec, sur semi-marathon avec. J'ai toujours eu des bonnes sensations avec, donc il y a aussi ce côté mental où c'est devenu une routine et quand c'est une routine, c'est dur de la casser aussi. Ouais. Là, il y a les France de cross d'ailleurs en ce moment, enfin il y a quelques heures. Qu'est-ce que t'en penses toi du cross pour quand on prépare un semi vraiment objectif comme ça, faut être spécifique et faire vraiment de la route, ou tu penses que le cross ça peut rester quand même un bon entraînement à ça? C'est quoi ta vision là-dessus? De préparer le semi pour le cross? De faire les crosses en pleine prépa semi, par exemple. Moi, je pense que c'est complémentaire. De toute façon, le cross, c'est l'école de la vie, donc non, c'est complet. Ouais, mais justement, ce que tu dis, est-ce que c'est pas une phrase un peu toute faite qui est pas valable pour des athlètes de haut niveau comme vous, où vous êtes réglés comme du papier à musique? Tu penses pas? Moi, je pense, il y a, en tout cas, au début, quand j'ai commencé, j'étais jamais aussi fort qu'après les France de cross. Ouais. Par exemple, sur 10 km, je battais toujours mon record à la sortie des France de cross. Je pense quand même qu'il y a cet aspect dans le cross où tu vas quand même aller à 100% de ce que tu peux faire sur 30 minutes d'effort, on va dire. Et c'est quand même quelque chose qui va t'affûter par la suite si tu arrives à le récupérer. Ouais. Donc, je pense quand même que ça peut être inclus dans une prépa ou comme, entre guillemets, dernière séance
comme dernière séance, ça peut quand même t'affûter et te permettre de performer après. Ok, tu penses pas que là, pour le coup, tu as été très spécifique, tu as fait assez peu de cross, si je me trompe pas. Ouais. Tu penses pas qu'il faut être très spécifique quand on a des allures à respecter? Non, pas forcément. Pas tout le temps. Il faut en faire une ou deux, mais inclure un cross, ça me dérange pas dans une prépa. Ouais. C'est vrai, mais j'ai oublié, mais j'ai inclus par exemple les régionaux de cross. Oui. Je les ai fait parce que on l'avait pris en mode fartlek, en mode on se prend pas la tête, on va courir 30 minutes. Et c'était aussi, vu que je m'entraîne tout seul, c'était l'occasion pour moi de m'entraîner en voyant du monde. C'était sympa, j'étais avec les copains et ça faisait passer la séance beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de marathon? Allez. Tu as fait un bon marathon de Valence. C'est quoi? C'est une distance que t'aimes? Tu as envie de réussir sur marathon? Tu envisages peut-être Los Angeles? C'est quoi ton rapport au marathon? Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas dire que j'aime la distance parce que j'ai pas performé à la hauteur de mes attentes pour le moment. Ah, quand même, tu as fait 2 marathons solides, si tu compares à beaucoup. Ouais, Non, après je peux être dur peut-être avec moi-même, mais c'est ce qui je pense me fait avancer. Ça me satisfait pas pour l'instant ce que j'ai fait. Ni le premier, ni le deuxième. Non. Ah ouais, ok. Je m'attendais à faire mieux, mais c'est pas grave. Le processus, il est en marche. Je sais que je progresse, peut-être pas aussi vite que j'aurais voulu, mais en tout cas la démarche elle est en cours. Mais pour le coup, j'ai pas vécu le marathon pour l'instant avec des bonnes sensations. En fait, ça a toujours été dur après le 30e. Ouais. Et les fins de course, elles ont été compliquées. J'ai jamais en fait eu un rapport à la souffrance aussi intense que sur un marathon. Que sur marathon, ouais. Pour moi, c'est la pire distance. Ok. Ça a été horrible. Les deux, c'était très 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 dur. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais à contrario, je pense que c'est peut-être là aussi que je vais pouvoir performer, m'exprimer le mieux et avoir le plus de chances pour me qualifier aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et où tu as le plus de marge, du coup, j'imagine. Ouais, parce que Si tu as pêché sur 12 km, c'est que tu as de la marge quand même, si ça se passe bien, quoi. Oui, puis on sait que la transition sur marathon, elle se fait pas du jour au lendemain. Nous, on regarde beaucoup ce que font Petros, Awani, l'italien. C'est quand même des mecs qui ont fait la transition il y a assez longtemps. Et si on regarde bien, leur foulée, elle a changé. Ils sont beaucoup plus économiques à 3 au kill maintenant, à 2,58. Donc, moi, je pense qu'en fait, j'ai encore cette foulée un peu aérienne, un peu 10K semi, Ouais. sur des allures à 2,50 et 2,44 pour le 10 km. Mais j'ai du mal à trouver cette économie de course pour l'instant à 3 au kill. Ok. Parce que je me sens pas forcément à l'aise à cette allure-là. Je me sens plus à l'aise à 2,50 qu'à 3 au kill pour l'instant. Ouais. Et là, c'est quoi le secret? C'est d'en faire, quoi. C'est ça, l'idée, c'est de faire plus de sorties longues, d'aller chercher vraiment plus de sorties longues à ces allures-là, de travailler aussi musculairement sur la charge musculaire à passer à 30 km. Donc on va essayer de faire plus de sorties longues, mais vraiment longues, à plus de 35 km, pour Ouais. vraiment habituer le corps à ces efforts-là. Parce qu'on se rend compte que si on découpe la séance, je suis vraiment capable de passer quasiment toutes les séances possibles de la Terre imaginable. Mais si, une fois que sur le marathon, en fait, il n'y a pas de pause, c'est complètement différent et il n'y a plus rien à voir en fait. Et toi, c'est au niveau musculaire que ça pêche? Un petit peu, et je pense aussi j'ai du mal encore à gérer la nutrition et Ouais. la gestion de l'effort. Je suis un peu entre guillemets un peu foufou, mais j'ai du mal à être patient. Je suis un peu trop rivé sur le chrono aussi peut-être. Je prends l'exemple de Félix à Valence, au 30e, je sais plus, c'était au 26e, je suis le lièvre, personne suit, je dis je comprends pas, pourtant on est un tout petit peu en retard, on est sur les allures. Et moi, à ce moment où je fais l'effort et le lièvre il s'écarte au 30e, je me retrouve un peu seul. Et derrière, ils ont eu le temps de se refaire. Ils sont passés, ils sont revenus sur moi au 32e. Et après, ils sont partis comme des fusées. Et moi, j'ai pêché à ce moment-là. Et en fait, Félix m'expliquait que eux, à ce moment-là, ils ont un petit moment de flottement. Ils étaient pas fous. Ils ont dit, ok, pas grave, on temporise. Ils ont réussi à se régénérer. Et après, ils sont partis parce qu'ils se connaissent peut-être plus aussi sur ces distances-là. Ils savent rester patients et tout, ils savent que ça peut revenir. Ouais, exactement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Là, sur Semi, t'avais quoi? C'était quoi ta stratégie ravito, tiens? Alors là,
On prend un gel, je prends un gel au 10e Ouais. avec un petit peu d'eau juste après. Ouais. Et avant, j'ai pris une boisson d'attente 2 heures avant, de 2 heures jusqu'au départ, et un petit gel 20 minutes avant, caféiné. Ok, et le gel là c'est dur à prendre, tu te forces à le prendre ou ça passe en course? Là, enfin ça va, c'est pas agréable non plus à ces allures-là. Je prends pas un plaisir, un plaisir monstre, mais non, ça passe. En fait, vu qu'il y en a que un, ça va. Sur le marathon, quand il y a la répétition et que t'en prends 3, 4, les derniers, t'as plus trop envie de les prendre. Ouais. Là j'ai vu que tu avais dit que c'était que partie remise pour ces moins d'une heure, tu as un autre semi de prévu? Tu peux peut-être pas en parler? Alors oui, on est en train de voir ça. Pour l'instant, c'est pas sûr à 100%, parce qu'il faut voir si l'organisation, vu que c'est un peu tard, m'accepte. Mais dans l'idée, ouais, c'est de recourir un semi dans les 3 semaines. Ouais. Je suis en train de regarder, c'est quoi? C'est peut-être le semi de Lille, il y a quoi? Non, ce serait peut-être le semi de Berlin. Ah, de Berlin, De ah oui. Berlin le 29 mars. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on pense vraiment que c'est atteignable, cette barre. Et j'ai envie de me le prouver, et ça me fait plaisir de le retenter. Donc, Et donc là, si tu repars sur un semi dans 3 semaines, c'est quoi là? Tu repars sur une semaine classique d'entraînement, il n'y a pas de non, récup, rien du tout? Ah si, là ça va être light, hein. Light cette semaine, il n'y aura pas beaucoup d'intensité, hein. Il va falloir déjà un peu récupérer. Même si j'ai l'impression d'avoir moins puisé qu'un semi que j'aurais fait à fond. C'est pour ça que je me laisse penser que j'ai de la marge. Ouais. T'as toujours un tape, toi qui es kiné, sur le genou. On peut savoir ce que t'as au genou? En fait, à la reprise au mois d'août, j'ai peut-être repris un peu fort, et j'avais des douleurs au niveau du genou, au niveau du tendon rotulien, et j'ai mis un tape, et c'est vrai que ça a diminué mes douleurs. Bon, je sais bien que si ça diminue mes douleurs, ça se joue à 1%, peut-être moins. Je sais pas, je sais très bien que c'est peut-être bullshit, mais moi, mentalement, ça me fait du bien de l'avoir. Ouais. Donc je le mets. Et, Ok, mais t'as pas vraiment de blessure avérée au genou, quoi? non, Ouais. j'ai plus trop de douleur. Beaucoup moins qu'avant, et ça m'a jamais empêché de m'arrêter. C'est juste des fois, j'ai des petites alertes qui reviennent. Je le mets, je me pose pas de questions, je cherche pas à savoir si c'est prouvé scientifiquement, entre guillemets, ou pas. C'est quoi la pire blessure du coureur, tiens? La pire, tac, je pense que c'est de courir avec une tendinopathie, hein. C'est quelque chose avec laquelle tu peux courir, mais qui te fait tout le temps mal, donc c'est un peu, je pense que c'est un peu long. Et puis en fait, c'est savoir s'arrêter au bon moment, parce que souvent tu peux courir, mais tu aggraves tout le temps la chose. Ouais. Là, les gens ils vont se dire, mais pourquoi il arrête pas de courir avec son genou? Mais Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors que moi, tu vois, qu'il y a une fracture de fatigue, là, au moins t'arrêtes, ça consolide, tu repars et c'est ça, tu facile. repars Tu vois. avec des bonnes bases, quoi. Alors que les ça peut tendinopathies, c'est traîner quand même. sournois, ça traîne, ça guérit jamais vraiment, ouais. C'est exact, ça. Ouais, c'est ça. Demain, tu dois faire un footing, je crois. On aurait dû se voir demain. C'est quoi un footing aussi le lendemain de course? Alors, j'ai pas encore eu. Là, déjà, les 8 km que tu as fait aujourd'hui, c'était pourquoi? C'était pour te vider la tête ou c'est dans le plan? Après la course, donc. Après la course, j'avais pas forcément de plan. C'était surtout pour me vider la tête. J'étais au téléphone. J'avoue que j'étais aussi un peu énervé, un peu frustré, comme je l'ai dit. Donc, ouais, je me suis pas prêt à aller. J'étais faire 8 km. Après, j'aurais vu que je lâchais trop de plumes, que je commençais à être un peu en hypo ou je sais pas quoi. J'aurais fait 2 bornes, je serais rentré et j'aurais compris que ça aurait été vraiment délétère. Là, vraiment, ça m'a pas forcément coûté, c'était facile. Donc, je suis pas prêt à tête, j'ai fait 8K. Puis voilà. Ok, et demain, t'as un footing le matin, c'est quoi, par exemple? Là, je pense demain, je vais faire entre 1h et 1h10 tranquille. Ouais. Juste Ok. pour faire de l'EF. De toute façon, comme je disais, l'intensité cette semaine, il y aura pas grand chose. Peut-être la première, ça sera samedi. Donc pas avant. Donc avant, ce sera que des kilomètres faciles. Et après, t'en profites quand même quand t'as un week-end course comme ça pour faire un peu de tourisme. Après, tu vas visiter. Souvent, on repart assez vite des villes. Donc, les gens, ils ont l'impression qu'on voyage énormément, qu'on peut profiter. Mais dans la réalité, moi, je vois des choses, mais je visite pas les villes en profondeur, entre guillemets. Ouais.
Donc rien du tout là, tu cours, tu prends une douche et tu pars. Bah souvent ouais. Et puis là franchement je suis un peu cramé. Ah oui? Bah pour le coup avec le semi, la nuit elle a pas été idéale. Je pense que je vais manger, je vais me coucher et puis ça sera déjà. Et puis là en fait je pense déjà à la suite. Donc il faut que je récupère le plus possible aussi. Ouais, t'as l'air frustré et tout quand même là de ta course. Oui, ça va être dur à digérer encore, mais comme j'ai dit, c'est dans la frustration que j'ai toujours sorti des perfs après. Et si c'était à refaire, tu le ferais pas ce semi? Pas bien aimé. Ouais, si ça serait à refaire, oui, j'aurais été au port. Ah ouais? Ouais, je pense. Ok. Et j'ai pas envie que, par exemple, si l'organisateur le prenne, Ah non, mais ou quoi que ouais. ce soit, c'est vraiment que je pense que c'est pas les conditions idéales pour une perf, en tout cas la mienne. Mais moi je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ces langues ligne droite. Moi j'aime pas beaucoup non plus. Moi j'aime bien qu'il y ait quelques relances. Bah, Psychologiquement, je suis mieux quand il y a 2-3 relances moi. c'est ça, c'est que tu t'endors pas, c'est pas du tout monotone. Et puis, à la rigueur, s'il y a du vent, tu l'as 2 km de face, mais dès que tu tournes, tu sais que en fait, dans 2 km, et bah, ça sera plus facile. Donc mentalement, c'est plus facile de se projeter aussi à 2 km. Là, on se projetait sur 8 km après. Et oui. Donc c'est super long. Et un pacer comme ça qui fait pas son taf, il est payé de la même manière. Alors ça, je sais pas après ce qui va se faire, mais ça dépend des fois. Des fois, il y a du coup une petite réduction ou. Ah ouais, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Bah des fois si c'est écrit qu'il doit passer ça et qu'il ne le fait pas, bah il peut avoir une petite réduction parce que c'est pas ce qui était prévu. Ouais. On a le même partenaire, le podcast et toi, c'est Impulse Nutrition, un partenaire nutrition. Tu peux me dire, toi qui as un côté scientifique, c'est pas de la pub et tout, mais c'est quel est ton... J'ai vu il y a pas longtemps une étude qui disait que je crois des gens de notre âge, tu as 3 personnes sur 4 qui prennent des compléments alimentaires. Toi, comment tu vois les compléments alimentaires? C'est une base de ton quotidien? Ouais, bah il faut savoir pourquoi on les prend, à quel moment, dans quel objectif. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Donc T'en prends beaucoup? j'en prends. Non, j'en prends pas 10 par jour. Mais Ouais. c'est vrai que je cible mes périodes en fonction de mes objectifs et tout ça. Mais j'en prends 2-3 par jour. Et tu peux me dire par quoi exemple. et pourquoi par exemple? Bah, par exemple, sur les grosses charges d'entraînement, je vais prendre de l'oméga 3 et du Ouais. magnésium. Parce que les oméga 3, c'est des bonnes graisses. Et ça permet aussi de rester fort. Parce que c'est pas évident de les avoir en apport. Le magnésium, ça va être plutôt pour réduire la fatigue. Je trouve que moi, ça m'aide à m'endormir aussi. Donc voilà. Ok, et tu t'intéresses à tout ça, tu regardes, t'aimes bien toi un peu comprendre pourquoi tu prends ça, comment, ou tu fais Si, confiance? ouais, si je sais pas pourquoi je le prends, je vais pas le prendre. Ouais. Parce que non, il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut comprendre ce qu'on fait. Je trouve que si on comprend ce qu'on fait, ça va mieux marcher aussi. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de savoir. Et pareil, là, j'imagine que tu as droit aux tables élites. J'ai vu qu'il y en avait là sur le parcours. Tu prends pas de boisson d'effort, toi là. Tu prends un gel. Non, sur un semi, en fait, normalement, on n'a même pas besoin. Pour Ouais. des coureurs qui sont autour d'une heure, normalement, Ouais. ça doit passer sans. Moi, j'avoue que j'assure et je prends quand même un gel au 10e. Je me dis, ça me coûte rien. J'en prends pas forcément entier, mais un petit peu. Je me dis que ce qui est pris là, au moins en fin de course, si jamais j'en ai besoin, eh ben, je l'aurai avec un peu d'eau, avec les chaleurs qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense que c'est important quand même même si c'est pas des grosses gorgées, mais de s'hydrater, de mettre un petit peu d'eau dans la bouche, ça permet quand même de faire un petit peu, d'être efficace. Après, la tendance actuelle, c'est quand même justement de prendre le plus de glucides possible pour qu'il y ait une disponibilité tout de suite. Toi, à l'entraînement, tu le fais pas, ça justement, prendre des glucides sur les grosses séances. Si j'essaie de le faire de plus en plus, du fait de ma mutation vers le marathon, Ouais. parce qu'il faut, en vrai, c'est un entraînement aussi. Oui. Et c'est peut-être aussi un de mes gros défauts sur le marathon, comme on le disait tout à l'heure. Donc non, j'essaie de faire le maximum là-dessus pour que mon corps les absorbe le plus facilement possible. Et en récup, tu prends quelque chose aussi? En récup aussi, ouais, après les grosses séances. Et tu prends quoi là? Là, je prends surtout de la boisson d'effort. Ouais. En vrai, la boisson d'effort, elle fait un peu tout, avant, pendant, après. Mais Tu prends pas de protéines ou de... si Si. aussi avec aussi il y a de la protéine aussi pour les muscles. Donc j'essaie de prendre surtout ces deux choses-là. Ouais. Et il y a la barre justement qui est intéressante.
et Ouais. qui est vraiment bonne de chez Impulse. Donc la barre, après la séance, elle fait plaisir. Il n'existe pas là dans le milieu pro un petit truc tendance que tout le monde prend en complément là? Non? Un truc. Je sais qu'on voit des Nomio, beaucoup prennent des ITC, Ah ouais, des trucs. les Nomio, ouais, pour réduire le lactate. Là sur semi, tu te poses pas la question là, je comprends pas. Non, j'avoue que je me suis pas trop intéressé encore au jus de brocoli, à Nomio. Après, l'idée c'est de réduire le lactate. Donc après, normalement, ça monte pas trop sur le semi. Je sais pas si c'est efficace sur cette distance-là. Faudrait pousser la question. Ouais, ok. Tes prochains marathons un peu, t'en as de programmés là? J'en ai en tête, ouais. J'en ai en tête. De toute façon, il va falloir chasser les minima là maintenant, ça va être le but. Il va j'imagine. falloir chasser les minima. Normalement, les dates, elles s'ouvrent le 1er décembre ou quelque chose comme ça. Ok, Donc, en gros, la première date, c'est Valence, ouais, où il y aura possibilité de faire les minima. Ça ouvrira jusqu'à, ça doit être quoi, jusqu'à 2027, donc vers février, mars 2020. Non, 2028, pardon. ou 2028, ouais, vous aurez, ouais. On aura 1 an et demi à peu près, à peine, Ok. pour faire les minima. Donc l'idée c'est de recourir Valence pour une 3e fois. Et avant, j'aimerais être sélectionné pour les Europes de marathon à Birmingham. Déjà pour représenter la France, et je pense que sur un schéma de championnat, tout est possible. Il n'y aura pas forcément tous les cas d'or de la Ouais. discipline. Donc je pense que il peut avoir une bonne carte à jouer. Et c'est aussi dans le fait de pas être fixé sur le chrono et juste de courir à la sensation. L'idée c'est juste de suivre, un peu comme en cross, juste suivre le mec qui est devant et d'essayer de le battre. Et c'est surtout cette recherche de gestion d'effort et de décrocher du chrono qui nous intéresse aussi sur les Europes de marathon. Et quand on se spécialise sur marathon comme ça, est-ce qu'il faut faire un peu abstraction des autres distances, la 10 et tout, laisser de côté? Non, on n'est pas encore prêt à faire ça Non? avec mon coach Adrien. On pense qu'il faut encore que je progresse sur le semi, sur le 10 km pour avoir encore plus de marge sur le marathon. Mais quand même tout en faisant la transition de sortie longue à côté. Donc je vais quand même pas m'entraîner comme avant pour préparer un semi ou un 10K. Je vais faire un entre-deux pour l'instant avec le marathon. Ouais. Et essayer de croître quand même vers le marathon tout en... je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Ouais, de plus en plus quoi. ouais. Et j'y pense, tiens, je viens juste d'y penser, j'ai oublié de regarder Hassan Chadi, il a fait quoi là à Lisbonne? J'ai pas Et vu. Hassan, il n'était pas là finalement. Ah, il est pas venu non, finalement, il est pas d'accord. venu. Ah oui, je l'ai pas vu dans le classement, ça m'étonnait. C'est normal. Ok, donc c'est normal. Ouais, petite question, tu parlais tout à l'heure de Petros et de l'italien, je me rappelle jamais de son nom. J'espère que je le dis bien, mais Aouni. Ouais, qui performe fort en ce moment là. Et du coup, vous disiez qu'ils étaient très économiques à leur allure marathon. Et c'est ça, vous étudié leur séance un peu, vous essayez de vous inspirer. Vous savez ce qu'ils font? Aouni, on a la chance qu'il publie beaucoup de choses sur Instagram ou sur ses réseaux, donc on peut voir ce qu'ils font. Ils font, c'est quand même assez strato. Ouais. Toutes les séances, ça travaille énormément, c'est beaucoup de sorties longues, beaucoup d'allures, 30 bornes à 3-0, donc c'est quand même pas des séances anodines. Donc on regarde beaucoup ce qu'ils font. Ce que j'aime bien aussi par exemple pour Petros, quand tu regardes ce qu'il faisait sur 10K, sur semi, on est quasiment sur ce que je me compare pas à Petros, mais ce que je fais c'est C'est équivalent à ce qu'il avait. Ouais. Donc Tu devrais valoir la même chose sur marathon, c'est ce que tu dis. non, parce que là c'est totalement c'est quand même différent, mais je veux dire que la base de vitesse, entre guillemets, on a à peu près ce qu'il faut pour aller vite après sur le marathon. Ouais. Après il faut travailler les aspects techniques du marathon, mais c'est pour ça que je me fixe pas de barrière sur le marathon. Je me dis, enfin, si un jour je peux courir 2,4, 2,5, c'est avec grand plaisir. Ouais. Et je me dis pas que c'est impossible. Kiplimo, tu dois passer sous les 2 heures. Il va le faire. Franchement, s'il y a un gars qui peut le faire, je pense que ça peut être lui quand même. Il est stratosphérique. Mais c'est pareil. Il a fait 50, enfin, son record qui a été enlevé à Barcelone de 56 et quelques secondes.
On aurait pu croire qu'il aurait pu le faire directement, mais lui aussi, il a dû apprendre ce que c'était le marathon, mine de rien. Enfin, il apprend en 2 heures lui, mais à chaque échelle, il y a... Et là, il est dans ce hôtel, j'imagine. Il est dans cet hôtel, ouais. Vous parlez un peu des fois et tout. Ils sont comment un peu ces athlètes? Non, j'avoue qu'on n'a pas trop parlé. Ah ouais? Non. En vrai, il est assez discret. On le voit, mais c'est vrai qu'ils sont souvent entre Africains. C'est vrai qu'on va pas beaucoup parler ensemble. Et quelle est On devrait peut-être oser. Quelle est la différence entre lui et toi? Il y a une différence intrinsèque, physique, tu penses, ou pas? Ça, c'est un grand débat. Toi, c'est quoi ton avis dessus? Il y a 1 an, je t'aurais dit oui. Après, moi, quand je vois maintenant ce que font Yann, ce qu'a fait Jimmy au monde, en fait, on voit que les Européens, et en tout cas jusqu'aux 10 000, ils n'ont plus rien à envier aux coureurs africains qu'on pensait entre guillemets intouchables avant. Donc ça a ouvert beaucoup de barrières par rapport à ça. Après sur marathon, sur marathon aussi, Petros et l'Italien qui au monde ont pu faire des grosses performances. Donc en fait en course de championnat, je pense que tout est possible en fonction des conditions. Après sur des courses à chrono, sur semi et sur marathon, il reste quand même, on le voit pour l'instant plus fort. Ouais. J'ai une question maintenant, je termine toujours par la même question à tout le monde. Quelle est selon toi la distance la plus difficile en athlète? J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, mais en tout cas, je vais répondre personnellement, mais moi le marathon c'est la distance qui m'a fait le plus mal souffrir. Et en deuxième, je dirais le 5000 mètres. Ouais. Parce que le 5000 mètres c'est tellement intense, c'est tellement à la limite, ça joue à tellement rien, à une demi-seconde, que c'est les 2 courses où je souffrais le plus. Et ton record sur 5000, c'est quoi? C'est 13-14. Ok. Ouais. Solide. Et sur marathon, quand tu fais tes 2,07, là, tu voulais faire combien déjà à Valence? Je voulais faire moins de 2,7 dans l'idée. Là, c'est parce que je fais un gros 2,7 que je suis déçu. Je fais 2h07,54 et je trouve ça un peu loin de ce que je voulais faire. Après, ça reste quand même, comme je disais, une transition et c'était mieux que le premier. Le 3e sera meilleur, le 4e sera encore meilleur, donc j'apprends et j'avance. Bon, merci beaucoup. Tu as quelque chose à ajouter ou pas? Non, avec plaisir, c'était bien sympa. Eh ben ok, merci beaucoup Valentin. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.